de choses un peu sérieuses, à l'heure où on prend acte du fait que certains boulangers payent leur électricité 22 fois plus cher que l'année dernière, ce qui fait quand même un peu beaucoup. On est en droit de se demander quels sont les véritables avantages de la privatisation. Entre autres, la privatisation d'EDF par exemple. La privatisation en général, ça peut avoir des avantages, de même que la mise en concurrence, le fait de faire jouer des appels d'offres. Oui, pourquoi pas, par exemple, un billet d'avion pour La Réunion dans les années 80, ça coûtait de mémoire environ 12 000 francs, l'équivalent de 5 000 € ou 6 000 € aujourd'hui. Un peu plus tard, on a eu les débuts du téléphone portable, avec des abonnements absolument hors de prix. Puis peu à peu, le nombre de prestataires s'est multiplié, les abonnements ont baissé jusqu'à ne plus valoir aujourd'hui que quelques euros pour les formules les plus simples. Donc c'est bien. L'avion moins cher, le téléphone portable moins cher, c'est très très bien. Mais dans les années 80, puisqu'on remonte un petit peu loin pour comprendre, on a eu aussi un retour d'expérience avec le chemin de fer britannique qui a été privatisé, avec pour conséquence une explosion des tarifs, une détérioration considérable de l'entretien des voies, des retards à n'en plus finir, et un nombre absolument hallucinant d'accidents mortels, dû évidemment au fait que les sociétés de chemin de fer privées économisaient surtout, entre autres sur l'entretien des locomotives, des wagons, des voies, etc. Autre exemple qui devrait nous rendre un peu méfiants, la privatisation des autoroutes, qui a surtout rapporté beaucoup d'argent aux sociétés, entre autres une société espagnole qui a racheté pas mal d'autoroutes françaises, qui a fait des profits absolument sans précédent, tandis que les tarifs explosaient, sans que pour autant les frais d'entretien aient été considérables. En fait, ils prenaient un produit tout fait, il y avait juste à refaire un revêtement de temps en temps, mais ça ne coûtait pas vraiment une fortune. Les seuls investissements réels qu'ils ont faits, ça a été pour automatiser le paiement. Donc il s'agissait d'investissements productifs qui ne justifiaient pas l'augmentation des tarifs. Donc ça nous conduit à faire la différence entre un marché concurrentiel réel et un marché captif. Un marché captif, c'est par exemple une ligne, par exemple Paris-Lyon, en chemin de fer. Est-ce qu'on a le choix, si on veut prendre le TGV, de prendre telle ou telle ou telle ou telle voie? Non, il n'y a qu'une seule voie. Les trains, c'est toujours les mêmes. Donc, en quoi est-ce que la concurrence pourrait faire baisser les prix? En rien, et ça ne fait pas baisser les prix. Ça les fait augmenter, et en même temps, on a un service qui se détériore. Alors, dans le secteur électrique, on a une parfaite illustration des conséquences fâcheuses liées à la privatisation d'un marché captif. Je citais l'exemple d'une multiplication des tarifs par 22.
bah, rien que ça fait comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, comme dirait Boris Vian. Il faudrait y retourner immédiatement et puis annuler ces conneries. Donc, bah, pourquoi est-ce qu'on privatise aussi EDF, ce qui n'est pas du tout notre intérêt, puisque EDF se retrouve contrainte de vendre à perte à ses concurrents. Donc il y a du manque à gagner, et puis il y a de la perte brute, du manque à gagner commercial, et puis de la perte brute. Pourquoi est-ce que le gouvernement français a accepté de contraindre EDF à se tirer une balle dans le pied, en gros? C'est un grand mystère. Peut-être parce que derrière les pressions qui pèsent sur la France, les pressions européennes, il y a d'autres pressions qui sont celles des multinationales, des marchés, des Américains, etc., bon, qui poussent nos dirigeants à trahir le pays. Il n'y a pas d'autre mot. Et on en mesure les conséquences. Alors pourquoi est-ce que les prix de l'électricité sont accrochés au prix du gaz? C'est un mystère. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Non, on n'est pas obligé, il y a d'autres pays qui font autrement. En quoi est-ce que l'augmentation des prix du gaz, qui en plus de ça, est due à une décision que nous avons prise, que M. Macron a soutenue plus qu'activement, de ne pas importer du pétrole russe? Donc en quoi est-ce que cette augmentation du prix du gaz provoque une augmentation mécanique des prix de l'électricité, ou qu'elle soit issue des centrales nucléaires ou qu'elle soit issue des barrages, puisqu'on n'a pas de centrale à gaz? C'est un grand mystère. En fait, il n'y a aucun lien. Il y a uniquement des directives qui viennent de Dieu sait où. Et puis, on a l'impression que l'objectif principal, c'est de bousiller l'économie européenne pour le plus grand profit de l'économie américaine. C'est difficile de voir les choses autrement. Donc, on a affaire à un gouvernement de traîtres. J'aime pas employer des mots outranciers, hein, mais il faut appeler un chat, il faut appeler les choses par leur nom. Quand un chef d'État prend des décisions qui sont manifestement contraires à l'intérêt économique de son pays, et qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas absolument obligé de faire comme ça, et bien le terme de trahison est celui qui s'impose. Je n'y peux rien, donc désolé, mais il faudrait faire passer M. Macron en cour martiale. Voilà, voilà. Ah, bonne année. Hein.